Bonjour mesdames, bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous restons dans les années 30. Je dois avouer que j'ai un faible pour cette période. La dernière fois, nous avons évoqué le Pothès 53, qui est un avion de course. Aujourd'hui, nous allons parler du Caudron Luciole. On y va? Allez, c'est parti. Direction le hangar du musée de l'air et de l'espace, et nous percevons le Caudron Luciole. Pourquoi Luciole? Alors ce surnom Luciole rend hommage à la jument des parents Caudron qui, à l'époque, tractaient les premiers avions des deux frères dans la ferme familiale. Ils ont donc décidé d'appeler le Caudron Luciole. Cet avion, qui a participé au grand chapitre de l'histoire de l'aviation française, et plus particulièrement au chapitre de l'aviation populaire, vaste mouvement lancé dans les années 30 qui permit à de nombreux jeunes gens désargentés de devenir pilotes. Le Luciole est un avion simple et peu coûteux, bien que moderne pour l'époque. Conçu par Paul Deville, le Caudron Luciole est un avion de tourisme et d'entraînement. C'est un dérivé du Caudron 230. C'est un biplan, biplace conventionnel comprenant deux cockpits placés en tandem, le pilote occupant le poste arrière. Les ailes sont de la même envergure, ils sont montés sans décalage et ne comprenaient qu'une seule paire de mâts entre plans. L'instrumentation était réduite, les roues étaient dépourvues de freins et le train d'atterrissage arrière était constitué d'un patin. Avec l'arrivée du Front populaire en 1936, Pierre Cotte revient aux affaires et reprend le ministère de l'Air qu'il avait quitté quelque temps avant. Il lance un programme pour la formation des pilotes civils, c'est là que rentre en jeu le Luciole. En effet, le Caudron Luciole remporte en 1936 le concours organisé par le ministère de l'Air pour la fourniture d'un appareil simple et économique capable de former les pilotes dans les aéroclubs français. Le but de ce programme est de promouvoir la formation de pilotes civils, capables, si besoin, d'intégrer rapidement les rangs de l'armée de l'air. À cette époque, le Luciole est vendu 46 500 francs et il faut 4 mois pour le fabriquer. Si vous voulez en savoir plus sur l'aviation populaire, je vous invite à lire mon article dans Airways Magazine numéro 22. L'appellation Luciole regroupe plusieurs modèles qui se distinguent par leur motorisation comme vous pouvez le voir sur le tableau. Tous sont des biplaces, en tandem d'école et de tourisme robustes, d'emploi facile et dont les ailes sont repliables en 2 minutes à 2 personnes. Des milliers d'élèves vont être brevetés sur cet avion. Le premier modèle est présenté en 31, c'est le Caudron 270. Il est équipé d'un moteur étoile à refroidissement par air, Samson 7 cylindres. Par la suite, plusieurs propulseurs vont être proposés au Caudron, dont le Renault en ligne atteignant jusqu'à 140 chevaux. Vous pouvez constater que le 272/3 est équipé de freins Messier sur les roues, comme le /4. Par contre, le Caudron 276, lui, est équipé de freins Charles. Sur le Caudron 277R, c'est une version du Caudron 275 motorisée par un moteur Renault 4PO3 en ligne, refroidi par air de 140 chevaux. Il sera surtout produit à la Libération en 1949. Le Caudron 278, quant à lui, est une version motorisée d'un Samson 9NC de 137 chevaux. Il est équipé d'un nouveau train d'atterrissage et il a disputé le Challenge de 1932 avec le numéro de course K4. L'appareil est un biplan de fabrication conventionnelle. Son fuselage et ses ailes d'égale envergure, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sont en bois entoilé. L'appareil du musée de l'air et de l'espace est un Caudron 277. C'est un dérivé du biplace Caudron 270. Il est rééquipé en monoplace avec un dispositif de remorquage de planeur. L'exemplaire exposé au musée de l'air est le numéro 7156/14. Les ailes sont repliables, comme je l'ai dit tout à l'heure, le long du fuselage, en 2 minutes avec 2 personnes, comme vous pouvez le constater ici sur l'appareil du musée de l'air et de l'espace. Le Luciole dispose d'un train fixe et d'une béquille. De construction très simple, il est démuni de volets ou de compensateurs et ne possède pas de frein sur la plupart des modèles comme nous l'avons vu précédemment.
Pour monter à bord, il faut éviter de la gripper n'importe où pour ne pas arracher un morceau de contreplaqué qui habille l'ouverture de l'habitacle. On est bien assis, avec les commandes bien placées. Le pilote dispose d'une instrumentation les plus simples, et son passager prennent place dans 2 cockpits séparés en tandem. L'équipage dispose d'un coffre à bagages, derrière la cloison moteur, et d'un coffre à outils. Malgré la tête à l'air, on s'y sent bien abrité. Son seul défaut, au sol, c'est la visibilité, nulle vers l'avant. Comment était cet avion? Je vais donc vous partager l'essai en vol de monsieur Raymond Delaunay. Les propos ont été recueillis à l'époque par monsieur Michel Bénichou et parus dans le magazine Le Fanal de l'Aviation de septembre 1992. Je vous invite donc à vous replonger dans ce magazine. Avant la mise en route, comme le moteur est inversé, il faut brasser l'hélice pour évacuer l'huile du fond des cylindres. Ensuite, avant de s'asseoir en place pilote, il faut ouvrir l'essence en tirant sur le robinet placé sous l'aile supérieure à gauche. Le démarreur est un Viet à air comprimé. Il faut au minimum 22 kg de pression et la bouteille se dégonfle toute seule en 90 à 120 minutes. S'il n'y a pas assez d'air dans la bouteille, il faut démarrer à la main. Les contacts sont coupés. Le mécanicien soulève le capot pour actionner l'une des 2 pompes à essence et fait monter la pression à 200 grammes au moins. Le manomètre est dans le cockpit. Tandis que le mécanicien va brasser l'hélice, le pilote fait 2 ou 3 injections avec la manette de gaz qu'il laisse en position gaz réduit. Il tire la manette sur le starter, le mécanicien brasse l'hélice jusqu'à ce que l'essence coule par le reniflard d'admission sous le capot. Le pilote repousse le starter, met le contact sur le magnéto, numéro 1, une magnéto à déclic pour le démarrage, et ouvre les gaz au quart ou au tiers. Le mécanicien lance l'hélice. Ça marche assez bien, mais si on rate la procédure, ça ne part plus du tout. Si l'on peut utiliser le démarreur, la procédure n'est pas simplifiée pour autant. La procédure est la même jusqu'au contact. Là, le pilote doit tenir le manche en arrière avec une jambe, tirer avec la main gauche la sécurité du démarreur, passer cette dernière dans la main droite, reporter la main gauche sur la manette des gaz pour la pousser au tiers ou au quart, et en tirer de la main droite sur la commande du démarreur. L'effet est violent, bien plus qu'avec un démarreur électrique, mais si le moteur ne part pas, il faut revenir au paragraphe précédent, car la bouteille d'air est désormais vide. Laissez chauffer l'huile jusqu'à 25 degrés minimum. Avec les huiles d'autrefois, il fallait attendre 40 degrés, et même en hiver, c'était long. Pour contrôler les magnétos, il faut presque le plein gaz à 1600 tours avec des cales sur les roues, car il n'y a pas de frein et une aide pour appuyer sur la queue. Le roulage demande lui aussi un certain savoir-faire. Le Luciole n'a pas de roulette de queue ni de frein comme nous l'avons vu précédemment. On vire au sol avec un dosage du pied, des gaz pour souffler les empennages et du manche. On met du pied du bon côté, on pousse sur le manche en inclinant vers l'extérieur du virage pour soulager la béquille et empêcher l'avion de s'incliner. Et l'on donne un petit coup de gaz. Dès que l'avion a tourné, on doit vite réduire et ramener le palonnier au neutre et le manche en bonne position si l'on veut éviter de passer sur le nez. Le Luciole était destiné au champ d'aviation où l'on roulait peu et on décollait face au vent. Une fois aligné face au vent, le pilote effectue ses actions vitales sans pousser le régime à plus de 1200 tours, car au-delà, le Luciole roule. Au décollage, mettre délicatement les gaz à fond et en même temps ramener le manche au neutre. Tout de suite, l'avion passe sur son train principal et commence à sautiller. Surtout ne pas le faire décoller. Vers 70 km/h, il s'envole tout seul. Ne pas le laisser monter, effectuer un palier jusqu'à 90 km/h. À cette vitesse, il monte bien, accroché à son hélice, à 1600 tours minute. Ne pas essayer de faire mieux, cela se terminerait mal. À 60, il vole, oui, mais on ne peut pas le faire monter. Lentement mais sûrement, on atteint l'altitude voulue. Mise en palier, le Luciole vient très vite à 110 km/h et l'on réduit à 1400 tours minute. Nous avons une hélice à grands pas. Avec une hélice à petits pas, les régimes sont supérieurs de 200 tours minute et l'avion décolle encore plus rapidement. La mise en palier doit alors être vraiment immédiate pour accélérer. On ne ressent aucune accélération. On sait que la vitesse augmente parce que le bruit du vent devient de plus en plus fort et que le paysage défile sur les côtés. En vol, les commandes restent légères sans demander plus d'efforts qu'au sol, c'est-à-dire presque rien. La direction et la profondeur sont très sensibles mais précises, avec une amplitude certaine sur les commandes. Les ailerons sont très lents mais précis, avec encore plus d'amplitude aux manches. Dans les virages, on laisse le pied enfoncé et progressivement,
on incline le manche à l'extérieur du virage, car le roulis induit est très fort. De cette manière, le luciole vire dans un mouchoir de poche. En sortie de virage, un petit coup de manche en avant est bienvenu pour lui redonner un peu d'élan. Il repart très vite, sans perdre d'altitude. Le luciole croise à 110-115 km/h. Si on veut le pousser, il ne dépassera pas les 120-130 km/h et protestera par une espèce de miaulement des haubans assez bruyants. Bref, ces vitesses élevées ne lui plaisent pas du tout, mais alors pas du tout. En palier et en ligne droite, il ne saurait être question de laisser le luciole voler tout seul. Le luciole apprend très bien à voler aux fesses. C'est le bruit du vent qui indique si le vol est symétrique et si la vitesse est bonne. Comme il vit très bien la moindre turbulence, il bouge beaucoup et donne vite le sens de l'air. Comme un planeur, il apprend bien à connaître les mouvements de la masse d'air, à les sentir dès qu'ils se produisent pour réagir aussitôt. À son époque, il n'y avait pas de billes sur le tableau de bord pour visualiser la symétrie du vol. L'élève apprenait avec le bruit du vent, les vibrations et les secousses. De toute façon, par vent fort, 20 à 25 km/h, on ne volait pas car le luciole était aussi un avion fragile. Dans les années 30, il n'était guère utilisé pour autre chose que des tours de piste et de petites navigations, avec un domaine de vol plus limité que les avions d'école d'aujourd'hui. Au mieux, peut-on faire un looping, ou peut faire aussi des 8 paresseux qui sont vraiment très paresseux. Hormis dans l'aviation populaire en France, il fut utilisé lors de la guerre d'Espagne comme avion d'observation. Quelques exemplaires, alors je n'ai pas la quantité exacte, furent utilisés dans les deux camps lors de cette guerre. Comme vous pouvez voir sur ces photos, vous avez des deux camps distincts. L'appareil ne prend pas part au conflit de la Seconde Guerre mondiale, directement. À noter cependant que 2 caudrons Luciole vont décoller du porte-avions Arc Royal, qui iront préparer l'arrivée du général de Gaulle lors de la prise de Dakar par les Français libres en 1940. Pour ce sujet, voir ma vidéo sur la Seconde Guerre mondiale sur Aero Masterclass. Après la libération de 1945, les Lucioles seront utilisés comme appareils de liaison ou comme remorqueurs de cible à l'école de l'air de Salon de Provence, et continueront également à être utilisés dans les aéroclubs avant d'être retirés faute de pièces de rechange. Voilà, ainsi s'achève l'épisode 2, l'avion rentre au hangar, on restitue l'appareil. Vous souhaitez un luciole chez vous, il en existe en modèle réduit. En haut à gauche, vous avez un modèle monté au 1,72 par un certain Vert Empire, c'est son pseudo, je ne connais pas son nom. Et vous avez un modèle réduit télécommandé en bas à gauche. Je tiens à remercier Bernard Langer, où vous voyez ici une de ses œuvres, Monsieur Picolet, l'Amicale Jean-Baptiste Salis, le Musée de l'air et de l'espace, le Fanat de l'aviation, Avia France, Kristen Palt, RC Pilote et Master 194. Sans eux, je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Donc je leur redis merci. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et une excellente semaine. Au revoir.